Donc, je m'appelle Monsieur Jean-Louis Auriol. Je suis secrétaire de l'association du musée des transports et je n'ai jamais travaillé dans les transports en commun. Je suis en retraite de la ville de Saint-Étienne. Donc, j'assure des visites, je fais des réparations, de l'entretien avec mes collègues du musée. On est une association d'à peu près de 12 personnes. Donc, sur les 12 personnes, on est 8 à assurer les visites tous les mercredis. Et les autres jours, sur rendez-vous pour les groupes de plus de 10 personnes, avec le choix de leur horaire et de leur journée pour visiter le musée. Alors dans le musée, on retrace depuis sa création, donc depuis 1876 jusqu'à nos jours. Donc on a une exposition de plus de 180 photos qui montrent les différents modèles de véhicules qu'on a eus, de la vapeur aux derniers véhicules de tram qui circulent en ce moment. Donc on a commencé les trams à vapeur, après on a eu les trams électriques qui ont commencé dans les années 1907, date où l'anniversaire de Tino Rossi. En 1881, le premier tronçon qui a été fait de la Grande Rue, en somme, Auguste Mondel, au départ, quand il a fait deux lignes de tram. La première qu'il a fait, c'est Bellevue, Place Marengo, c'est-à-dire Place Jean Jaurès aujourd'hui. Et puis une seconde ligne qui faisait Bellevue-La Digonnière, à peu près 800 mètres. Mais cette ligne, cette voie, elle servait uniquement, c'était pour l'entretien des essais de locomotives, une fois qu'ils étaient réparés, pour faire un essai. Puis ça a servi un peu pour les personnes qui habitaient le quartier de la Digonnière, le bas de la Digonnière. Après, l'extension a eu lieu de Bellevue, Jean Marengo, jusqu'à la terrasse. Et après, on a fait la vallée de Londaine, jusqu'à Saint-Paul-en-Renillon. Et après, quand il y a eu le percement de l'avenue de la Libération, anciennement la présidente Félix Faure, on a fait la vallée du Gé, qui a été jusqu'à la limite du département du Rhône, à la Madeleine. Donc après, en 1907, on a électrifié les lignes de la Grande Rue, donc on a mis des motrices électriques, ainsi que sur la vallée du Gé et la vallée de Londaine. À la vallée de Londaine, on s'est arrêté à Firminy. Après, ça a été des autobus qui ont pris le relais de Firminy au Pertuiset. Et Saint-Paul-en-Renillon n'était plus desservi par les transports en commun. Donc il y a eu des lignes de transport en commun, de tram sur La Fouillouse, Saint-Jean-Bonne-Fond, Roche-la-Molière. Au total, il y avait 110 km de voies ferrées uniquement dans un sens. Il y avait beaucoup de voies uniques, mais il y avait beaucoup de voies doubles pour que les véhicules se croisent. Et pour la petite histoire, normalement, les anciens tramways étaient équipés sur la façade avant, à hauteur de la girouette, d'un voyant avec 3 couleurs différentes. Quand deux véhicules se croisaient, il fallait qu'ils mettent le voyant blanc pour signaler que la voie était libre. Et quand le voyant était rouge, ça voulait dire que la voie était encombrée. Et puis la dernière couleur, c'était le voyant vert qui annonçait que c'était le dernier tram qui circulait en nocturne. Donc on a toujours gardé cette couleur verte. Quand aujourd'hui encore, on parle que les employés, quand ils font le dernier trajet de leur journée, c'est la verte. Alors par contre, pour l'histoire du petit voyant rouge, quand il y avait deux watman qui s'estimaient pas, ils mettaient le voyant rouge pour qu'ils se fassent engueuler par la maîtrise. Comme quoi ils restaient bloqués, ils disaient mais l'autre il m'a mis le voyant rouge, je ne peux pas avancer. C'est pour ça qu'à des moments il y avait des litiges entre les conducteurs, les watman. Il y a eu des projets, donc dans les années 70, on voulait mettre un autre système de tram, de transport en commun. Donc l'ingénieur Jean-Claude Gainval avait prévu de faire un télébus, mais d'après les sondages du sol
Ils ne pouvaient pas accepter le support des nouveaux rails avec les potences. Et l'inconvénient qu'il y avait, c'est que le tram, les véhicules auraient passé au niveau des fenêtres du premier étage. Donc d'après les statistiques, les sondages, on ne pouvait pas. Il y avait eu aussi un problème, on voulait faire un tram souterrain, mais vu l'importance des travaux, c'est quand même Saint-Étienne, il faut reconnaître qu'on est dans un gruyère un peu. Il y a un certain pourcentage à respecter pour les véhicules. C'est comme on parlait là, récemment sur les journaux qu'un jeune avait dit qu'il fallait créer une quatrième ligne de tram. Donc il partirait de Montieux, qui desservirait le centre commercial de Style, et qui passerait à Château-Creux. De Château-Creux irait en direction de la place du Peuple, et de la place du Peuple on monterait en direction du rond-point pour aller jusqu'à l'université. Mais le problème, c'est la pente, elle est plus supérieure à 7%, donc le tram ne pourrait pas passer par le boulevard Alexandre de Freycinet, surtout après le passage dessous la nationale 88 sur le viaduc. Donc il faudrait qu'il passe par le parc de l'Europe. Mais je crois que ça sera impossible de le faire. Mais encore qu'on a une chance à Saint-Étienne d'avoir conservé le tram. Parce que dans les années 56, le conseil municipal ne voulait plus de tram dans la Grande Rue. Il devenait obsolète, c'était dangereux, il y avait une circulation automobile un peu plus importante. D'après les photos qu'on a, on voit que les usagers sont au milieu de la route pour prendre le tram. Mais la circulation automobile, très peu. Donc en 56, quand le maire Saint-Étienne convoque la direction de la CAVE, il leur dit qu'il faut supprimer le tram dans la rue. Ils ont dit on ne peut pas le supprimer pour mettre des trolleybus. Les rues sont trop étroites. La rue Wilson, Général Four-Gambetta, c'est trop étroit. Mais on est sur un projet, il faut qu'on se déplace pour aller le voir en Belgique, à Bruxelles. Parce qu'à cette époque, il n'y a pas Internet, donc on ne sait pas les réseaux, comment ils fonctionnent. Donc une fois que la visite a eu lieu à Bruxelles, le lendemain matin, après un déjeuner, réunion de travail, et première chose que la direction de la CAVE pose, que pensez-vous de ces nouveaux trams? Ah, ils sont très beaux, c'est très confortable, c'est très bien. Mais par contre, qui va payer? Toujours l'argent qui revient en jeu dans toutes les discussions. Donc la CAVE répond que c'est eux qui achètent les véhicules, vu c'est eux qui ont l'adjudication. Mais par contre, la ville de Saint-Étienne, il va falloir faire des améliorations de réseau de voirie. C'est-à-dire qu'on mettra les voies ferrées sur un côté pour ne pas gêner la circulation, et puis toujours maintenir la création d'îlots pour les usagers. Par contre, l'autre anecdote aussi, c'est qu'en 1983, au mois de novembre, quand il y a eu la fameuse tempête de neige, la neige bleue qu'on appelle, parce que la neige au sol elle était blanche, et dès qu'on donnait un coup de pelle, on voyait les cavernes, ça faisait du bleu. Donc 65 cm de neige, ça paralysait totalement la circulation des trains. Et c'est là que les trains sont couchés dehors. Une autre anecdote aussi qui a eu un sacré problème, c'est quand dans les années 70, quand on a créé le parking de l'hôtel de ville. Le dimanche après-midi, le terrain s'est affaissé et la voie ferrée commençait à tomber. Donc un watchman qui est arrivé, quand il a vu que les rails n'étaient pas à leur place habituelle, il s'est arrêté et il a averti la direction pour dire on ne peut plus circuler, c'est devenu dangereux. C'est de là qu'on a arrêté la circulation des trams pour le dimanche. Et le jour même, l'intervention a été assurée par l'entreprise, la CFTP, dirigée par cette époque par Roger Rocher, qui a fait le nécessaire pour retenir la butte, en somme, de la Grande Rue. Si on a gardé le tramway à Saint-Étienne, c'est grâce à M. Henri Debert, qui a su contrer en somme le conseil municipal pour conserver le tram et qu'il a amélioré le réseau de tram. Parce que M. Debert, normalement,
était embauché à la CFVE dans les années 1944. M. Debert est un Breton. M. Debert vient à Saint-Étienne pour remplacer le directeur de la CFVE de l'époque qui s'appelait Le Breton. Ce monsieur Le Breton a été licencié parce qu'il coopérait avec les Allemands. Donc il a été mis de côté. Donc monsieur Debert, le Breton, de Bretagne, a été muté à Saint-Étienne pour 6 mois. En réalité, ces 6 mois ont duré 28 ans. Et c'est grâce à lui qu'on a pu avoir la modernisation du tram. En 1981, quand la Stas est arrivée, on a eu un directeur qui s'appelait M. Pernin. M. Pernin venait du réseau de Dijon. Donc à Dijon, quand il est arrivé à Dijon, il était un petit peu contre les Anglais. C'est-à-dire que le réseau de Dijon avait 6 autobus Leyland, donc fabrication anglaise. Il a dit, moi, ces 6 autobus, je ne les veux pas dans mon réseau. Je vous dis à vous, il faut les vendre. De même, il va visiter l'atelier et il s'aperçoit qu'il y a un tour qui est anglais. Le tour, il faut le sortir aussi. Je ne veux pas. Donc, ces 6 autobus anglais ont atterri à Saint-Étienne. Saint-Étienne possédait déjà 20 autobus Leyland. Donc ils achètent ces 6 autobus dijonnais qui remettent aux couleurs de la Stas, de la CFVE, parce que quand ils ont été vendus, les bus c'était avant la Stas. Donc la CFVE possède donc 20 autobus achetés directement en Angleterre, plus les 6 autobus dijonnais et un autobus de Leyland qui servait en somme de prototype pour faire exposition dans les réseaux. Donc au total, la CFVE se trouve avec 27 autobus Leyland. Donc, janvier 81, M. Pernin se pointe comme directeur, et qu'est-ce qu'il voit devant lui? 27 autobus Leyland. Mais il ne les a quand même pas vendus tout de suite, on a attendu quelques années pour les vendre. Je me souviens qu'un jour, j'avais pris le trolley de la Rivière, et c'était environ 19h. Le receveur a sorti son casse-croûte à hauteur de la place Saint-Roch. Il installe son casse-croûte. Et arrive à l'arrêt de Valbenoît, un contrôleur monte par la porte avant du trolley, et ce receveur voit le contrôleur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son casse-croûte et il le met sur le chauffage pour pas faire voir qu'il cassait la croûte. Au bout de 2 minutes, une odeur de fromage coulé empestait le trolley. Le contrôleur lui dit: « Ah mon cher ami, t'as encore fait une connerie ?» Elle était connue, ce receveur, pour ces bêtises qu'il faisait. Aujourd'hui, repose en paix, sacré Père Moreau. Des équipes, le chauffeur et le receveur. Il y avait certains chauffeurs, quand ils voulaient casser la croûte, ils arrivaient par exemple à hauteur sur la ligne de Terre Noire, ils arrivaient à Montieu, ils disaient à leur receveur: « Tu conduis le trolley, moi je passe derrière, je conduis. » Mais attention, les receveurs, ils avaient leur permis, déjà au moins permis poids lourd, hein. Donc ils conduisaient. Donc il y en avait certains qui conduisaient. Donc les chauffeurs pouvaient casser la croûte tranquillement en arrivant au terminus à Terre Noire. C'est comme, il y a eu beaucoup de receveurs, une fois que ça a été supprimé, qui sont rentrés dans les ateliers. Donc il y en a certains qui sont rentrés dans les ateliers comme mécaniciens, et ils ont appris sur le tas. Et
en général, les premiers jours, quand ils rentraient dans les ateliers, comme ils avaient leur permis poids lourd, ils pouvaient servir, être réquisitionnés pour faire les dépannages, pour aller récupérer les véhicules qui étaient en panne et les dépanner. Et un jour, il y a le chef d'atelier, qui était M. Clément Villemagne, forme un receveur, et il l'installe, lui explique, il lui dit voilà le trolley comment ça marche, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, tout ça. Et puis au bout d'un moment, quand ils ont quitté le parc Le Verrier, où se trouve aujourd'hui la clinique de la mutualiste, faire un essai sur la piste avant de partir sur le réseau, M. Villemagne dit à ce receveur, il a dit tu as dû déjà conduire, toi, parce que comme tu fais, je sais très bien qu'il y a des receveurs qui conduisent les trolleys. Alors le receveur, lui, ce qu'il y a, c'est que il ouvre la porte arrière, mécaniquement, et il distribuait les billets. Donc les usagers montent à l'intérieur, ceux qui étaient abonnés, ils disaient carte, et puis les gens ils demandaient un billet, soit un aller simple ou une correspondance. C'est-à-dire que les billets de correspondance, ça permettait de faire en somme d'utiliser pour 2 lignes consécutives. Par exemple, quelqu'un qui habitait Tire-Noir pouvait prendre une correspondance pour aller soit sur le quartier de la Rivière ou sur le rond-point ou reprendre le tram dans la Grande Rue. Donc le tarif était de 1,5 billet pour une correspondance. Donc il y avait un coup de tampon pour signaler l'horaire parce qu'il fallait qu'on marque le temps du trajet. Parce qu'il y en aurait certains qui auraient pris les billets pour le lendemain. Donc le receveur, c'était son rôle. Une fois qu'il fermait sa porte, il donnait un coup de sonnette pour avertir le chauffeur qu'il pouvait démarrer. Par contre, il y a eu des receveurs qui faisaient le nettoyage des véhicules à chaque terminus. C'est-à-dire que les usagers, les clients, prenaient leur billet, le petit papier. Il y en avait certains qui le coinçaient sur leur alliance, il y en avait d'autres qui le mettaient sur la plume de leur chapeau, et puis d'autres qui tenaient la main. Mais comme les Français sont toujours bien propres, il y en a certains qui, ce qu'ils faisaient, le billet, ils le laissaient partir dans le véhicule. Alors il y avait certains receveurs, ce qu'ils faisaient, nettoyaient le véhicule, ils ramassaient tous les billets par terre. C'est-à-dire qu'ils ramassaient les billets, ils les triaient quand ils étaient revenus à leur poste, et les billets qui étaient très propres, ils les revendaient. Et ces billets avaient un numéro. Alors quand il y avait un contrôle, le contrôleur montait, contrôlait les usagers pour voir s'ils étaient à jour de leur ticket, et il allait vers le receveur pour pointer sa feuille jaune. C'est-à-dire que la feuille jaune, c'était l'heure. Il y avait une case, une ligne où c'était marqué l'horaire du départ et la série qu'il avait vendue. Si par exemple le contrôleur trouvait un billet, par exemple de la série 500, et puis qu'il voit un billet de la série 300, il dit j'ai contrôlé beaucoup de séries 500, mais un 300, c'est bizarre ça. Donc il allait voir quand il allait vers le receveur, il regardait sa distribution de billets, sa vente de billets, et puis il voyait par exemple qu'on était à 10h du matin, et qu'il voyait que le 300 était à 8h, il disait une erreur. Donc il avertissait le receveur. Il lui disait, dis donc, j'ai trouvé un billet de la série 300. Oula, tu sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai un billet qui s'est détaché, il était tombé dans mon tiroir. Bon, le contrôleur disait rien. Mais quelque temps après, s'il voyait que ça se reproduisait, alors là, il avertissait la direction, il lui disait, il y a un gars qui triche. Il triche. Alors la chose qui se passait, c'est que le gars, il continuait à travailler, il était heureux comme une canne, quoi. Il disait, ça marche, je peux continuer, hein. Et tu vas voir qu'est-ce qui marche, ça va impeccable pour moi. Et même de peau, un jour, par exemple, il prenait son service, puis par exemple, il prenait son service place de rien, il faisait 2 voyages, et puis au 3e, il y avait un receveur qui montait dans le véhicule avec 2 contrôleurs, et il lui disait, mais écoute, range ta caisse, tu es remplacé par un gars, tu es convoqué à la direction. Donc le gars, en général, disait comme ça, ben,
J'ai fauté. J'ai fauté, mais j'ai volé. Donc il était foutu à la porte. Donc on lui disait, mais écoutez monsieur, vous prenez votre... vous passez la comptabilité, mise à jour de vos comptes, et vous quittez la CVE. Donc ce gars, le lendemain, il fallait qu'il trouve du travail. Donc à l'époque, il n'y avait pas les CV. Donc il fallait que les gars se déplacent pour aller voir les entreprises. Alors, il y en avait qui allaient dans les usines, soit pour faire des travaux de manœuvre ou n'importe quoi. Et en général, quand ils étaient reçus par les patrons de l'époque, parce qu'il n'y avait pas de DRH, les patrons, ceux qui les accueillaient, ils leur disaient comme ça, mais comment ça, vous travaillez où alors? Moi je travaille à la CVE. Ah bon? Et pourquoi? Ah ben écoutez, moi j'ai quitté la CVE, je commence à en avoir marre. Travailler les samedis, travailler les dimanches, travailler les jours de fête, les congés, c'est une semaine au mois d'avril, une semaine en juillet et une semaine au mois d'octobre, ça ne m'intéresse pas. Et puis les dimanches, un coup du matin, un coup du soir, un coup les équipes en 2 fois, un coup les équipes en 3 fois. J'en ai marre, c'est pour ça que j'ai quitté. Bah, c'est très bien. Bah, écoutez, on prend votre note, ce que vous avez dit, et dès qu'on a quelque chose, on vous écrira. Une fois que le gars était parti, le téléphone. Dites, vous avez un certain X qui a travaillé chez vous, la CVE. La direction répondait, bah oui, il est parti de chez nous, oui. Mais par contre, on ne le rembauche pas. Et il raccrochait. Donc le gars, on ne disait pas pourquoi qu'il était parti s'il avait volé. Le gars pouvait retrouver du travail facilement. Mais par contre, il y avait un cahier d'embauche de la CVE où si le gars X était parti pour avoir volé, il y avait une mention au stylo rouge, ne pas réembaucher. Par contre, vous avez d'autres receveurs qui ont fait des magouilles, c'est les rouleaux de pièces. Normalement, les papiers étaient de la Banque de France et c'était marqué dessus, par exemple, une certaine somme d'argent avec tant de pièces. Alors là, il y en avait certains qui faisaient le rouleau et ils mettaient, au lieu de mettre par exemple 40 pièces, ils mettaient 39 pièces et pour faire la longueur du rouleau, ils mettaient une rondelle en carton qu'ils préparaient chez eux. Et la pièce, ils la mettaient dans la poche. Le soir, ils arrivaient à la comptabilité, ils donnaient leur recette, donc avec la feuille jaune, le comptable vérifiait si c'était tout bon, et il disait, bon, il y a X somme d'argent en francs, et il mettait les rouleaux, il comptait le nombre de rouleaux, impeccable. Mais par contre, les rouleaux, eux, partaient à la Banque de France. Et la Banque de France défaisait les rouleaux. Mais en défaisant les rouleaux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils voyaient qu'il y en avait qui avaient mis des rondelles en carton ou des rondelles en ferraille. Et ce qu'ils sont aperçus, ils prenaient la pièce qui était le rouleau avec le papier et le redonnaient à la CVE parce que les receveurs mettaient leur nom dessus ou leurs initiales. Ils n'étaient pas intelligents à cette époque de faire ça parce qu'un jour ou l'autre ils se faisaient coincer. Donc l'agent qui trichait, le soir à la comptabilité, rapportait sa recette. Et par exemple, les caissiers, s'ils voyaient qu'il arrivait M. X et que devant lui il y avait Y, M. Y, il le prenait et lui disait, tiens, on va comptabiliser ta caisse, on va peser les rouleaux. Parce qu'il y avait une balance pour peser les rouleaux avec des étalons. Ah ben c'est bon, tu as un X. Y, tu peux repartir, c'est bon. Celui derrière qui était douteux, les plateaux. Ah, t'as fait une erreur. Il lui rendait son rouleau, il lui disait, tiens, t'as dû faire une erreur. Donc le gars repartait dans un coin, ressortait la pièce de sa poche et le remettait ailleurs. Si ça se renouvelait assez souvent, parce que ce n'était pas tous les jours qu'ils étaient contrôlés, occasionnellement, donc si ça se renouvelait, lui aussi, ben, c'était sur la liste des transferts, il fallait qu'il trouve du travail ailleurs. Et la même chose, il racontait la même histoire, il ne voulait plus travailler les samedis, les dimanches, les jours de fête et tout ce qui s'en fait.